Vous êtes un de ces anonymes envoyés dans les tranchées en 1914 pour défendre le pays. Reclus dans un hôpital, quel souvenir gardez-vous de la Grande Guerre? Nul ne le saura jamais. Vous ne répondez à aucune question. Pourtant, dans quelques années, votre silence obstiné va passionner la France entière. Vous allez faire la une des journaux et devenir un personnage de roman, chez Giraudoux ou Jean Anouilh. On vous donnera un nom, le soldat inconnu vivant. En un mot, votre vie va devenir un destin. Avec la guerre, les hommes sont devenus des matricules, des corps interchangeables. Même ce 11 novembre 1918, lorsque les cloches de France célèbrent l'armistice, ce sont des soldats sans nom qui dansent au front. Et des foules anonymes qui envahissent Paris. « 9 millions de morts en Europe, 1 400 000 en France, dont 300 000 disparus. Une effroyable boucherie. Les 3/4 des familles sont touchées. La paix revenue, le pays tout entier prend la couleur de la douleur. Mais l'avenir à rebâtir ne peut s'embarrasser de trop de souffrances. Immédiatement, les morts deviennent des héros, comme s'ils avaient tous choisi volontairement de mourir pour la patrie. On filme les cérémonies, mais jamais la douleur des survivants. Votre histoire commence le 1er février 1918. Ce jour-là, à Lyon, vous apparaissez au milieu d'un convoi de prisonniers blessés, rapatriés d'Allemagne. Vous ne portez plus l'insigne de votre régiment. Vous n'avez plus de papier d'identité. À l'asile de Bron, vous êtes orienté. On vous demande votre nom, bien sûr. Vous bafouillez. C'est incompréhensible. L'infirmier insiste et croit finalement entendre Mangin. Anthelme Mangin. Domicile Vichy, rue des Célastras. L'infirmier préposé à l'enregistrement n'est sûr de rien. C'est affublé d'un point d'interrogation que désormais votre vie va se dérouler. Dans le silence, votre destin se joue. Vous vous réfugiez dans l'absence. Rapidement, vous êtes transféré à l'asile de Clermont-Ferrand,
le plus proche de Vichy. Première surprise, à Vichy, pas de rue des Célestras. Et aucun mangin connu en ville. Mais qu'avez-vous donc pour ne plus vous souvenir de votre nom ni de votre adresse? Les médecins diagnostiquent chez vous une démence précoce. Le terme est vague. Comme vous, des milliers d'anciens combattants peuplent les hôpitaux. Les pathologies sont nouvelles. Des maladies nerveuses, on ne sait pas grand-chose. Alors on parle de commotion, de choc émotionnel ou d'obusite. Pour les syndromes de folie d'anciens prisonniers, encore plus méconnus, on évoque une intrigante psychose des barbelés. On traite à l'électricité, la toute récente invention. Mais vous êtes un cas, Anthelme Mangin. Vous êtes calme. Mais surtout, personne ne vous réclame. Aucune famille, aucune femme, aucun ami. 5 autres poilus amnésiques sont dans le même cas que vous. À l'heure où tous les soldats ont retrouvé leurs proches, les 300 000 familles des disparus n'ont plus d'espoir de retrouver leur être cher. L'administration doit donc d'urgence vous identifier. Début 1920, vos photos sont publiées en dernière page d'un quotidien. Immédiatement, une paysanne de l'Aveyron, Louise Vessette, reconnaît en vous son frère, disparu à la guerre en 1915, dont elle a recueilli les orphelins. Elle s'adresse au préfet du Puy-de-Dôme pour obtenir votre transfert auprès d'elle. Quelques semaines plus tard, en juin 1920, vous prenez donc la direction de l'asile de Rodez. Le directeur de l'établissement, le docteur Fenéroux, vous accueille. Vous allez passer 16 longues années ensemble. Louise Vessette, qui chaque matin viendra vous rendre visite, va désormais tout faire pour que vous reveniez vivre chez elle. Mais d'autres femmes vont bientôt vous réclamer également. Tant les souffrances de la guerre de 14 ont du mal à s'effacer. Les cérémonies et les commémorations se multiplient dans tout le pays. Les 1 400 000 morts hantent les esprits. Les survivants se sentent coupables d'avoir survécu. Pour les 300 000 familles des disparus sans cadavre, la situation est encore plus insoutenable. Leurs noms n'apparaissent jamais sur les monuments aux morts inaugurés dans les moindres villages. Impossible alors de reconstruire l'avenir.
Sans rituel collectif, le deuil ne peut se faire. Il faut en inventer un, symbolique. Ce sera l'inauguration de la tombe du soldat inconnu, en janvier 1921. Sur la voie triomphale, c'est le cortège qui s'avance, c'est le cercueil d'un enfant de France. D'où viens-tu, toi qui incarnes la victoire, toi que nulle mère n'a reconnu? Qui étais-tu? Quel coin de la patrie enfermais-tu dans tes yeux clos? Nul ne le sait, ton secret dort avec toi, et c'est lui qui fait ta grandeur. Prends ta place, petit soldat, ô toi qui n'avais rien peut-être, et qui est tombé pour les droits des autres. Prends ta place pour qu'on ne puisse pas reprocher à la patrie que tu as sauvée d'avoir oublié le plus humble de ses fils et le plus glorieux de ses héros, et pour que les mères qui pleurent et qui ne savent pas où pleurer puissent dire un jour en s'agenouillant devant ta tombe: oh mon petit, peut-être est-ce toi. La France croit en avoir définitivement fini avec la question des disparus. C'était vous oublier, Anthelme Mangin, reclus dans votre asile, et surtout Louise Vessette, la paysanne de Rodez, qui ne peut imaginer que son frère disparu soit les soldats inconnus enterrés sous l'Arc de Triomphe. Monsieur le préfet, grâce à votre bienveillance, j'ai pu constater et reconnaître mon frère Albert Mazinck. Aucun doute à ce sujet. Ma mère est formelle également. La voix de la mère et de la sœur ne saurait se tromper. Dans ces conditions, j'ai l'honneur de solliciter que vous me permettiez de sortir mon frère et de le prendre chez moi. Signé, Madame Louise Vessette. Réponse du préfet. Des renseignements fournis par le directeur de l'asile, il résulte que vous n'êtes pas en mesure de prouver que notre aliéné est votre frère. D'autre part, votre autre frère, M. Baptiste Mazinck, affirme que le dénommé Anthelme Mangin n'est pas votre frère. Aussi, il n'y a pas lieu de vous donner satisfaction. Je vous maintiens néanmoins l'autorisation de visiter ce malade à l'asile. Le directeur de l'asile de Rodez au préfet de l'Aveyron. L'identité du malade reste toujours aussi mystérieuse. Diverses particularités me font craindre que Madame Vessette ne se trompe. Il me paraît difficile d'admettre que M. Mazinck, qui ne mesurait qu'1,53 m lors de sa comparution devant le conseil de révision, ait pu continuer à grandir après l'âge de 23 ans pour atteindre les 1,64 m d'Anthelme Mangin. Il n'est guère admissible non plus que la cicatrice à la joue gauche de M. Mazinck se soit effacée. Signé, Dr Fenéroux. Rien n'y fait. Louise Vessette reste convaincue que vous êtes son frère disparu. Elle alerte alors le sénateur de Rodez, qui prend violemment à partie le ministre des Pensions, André Maginot. Le drame des poilus amnésiques prend alors une dimension nationale. Le silence s'est fait autour d'eux, et avec le silence, l'oubli. Lorsqu'il s'est agi d'adoucir leur situation matérielle en leur faisant verser le montant de la pension qui leur est due, votre ministère a répondu « J'ignore l'identité de ces soldats. Je ne peux donc leur accorder la pension car ces allocations doivent avoir une affectation nominale. » Ces quelques soldats semblent rayés du nombre des vivants. Le Sénat attend de vous, monsieur le ministre, tous les apaisements nécessaires à cette douloureuse question. Maginot s'incline. Il fait placarder dans toutes les mairies de France les fiches signalétiques des poilus amnésiques inconnus. Mais surtout,
Il autorise la publication de leurs photos dans tous les journaux pour que leurs familles se manifestent. Le retentissement dans le pays est énorme. Rapidement, tous les amnésiques sont retrouvés par leur famille. Sauf un. Vous, Mangin. Alors la tempête va bientôt s'abattre sur vous, avec sa fureur, ses accalmies feintes et ses vrais moments de répit. La société des hommes n'aime pas les morts vivants. Or, vous en êtes devenu un, bien malgré vous. À peine votre photo publiée, les demandes de renseignements affluent à l'asile de Rodez. Plus de 500 en une semaine, des milliers dans les années à venir. Des pères, des mères, des fiancés, des frères, des sœurs, de toutes les provinces de France, mais aussi de Lituanie, d'Angleterre ou d'Australie. Nous avons été frappés, ma mère et moi, par la ressemblance qui, malgré les nombreuses années écoulées, nous permet d'espérer le bonheur de retrouver celui que nous continuons malgré tout à croire vivant. Je recherche depuis 1914 mon fils aîné, classe 1913. En lisant cet article, mon devoir de mère s'impose à nouveau, pour voir si en ce malheureux ne serait pas l'enfant que je cherche. Je voudrais savoir comment se trouve l'état mental de mon mari, Mangin, dit Anthelme. S'il lui est possible de reprendre la vie au foyer où il reverra sa femme et ses enfants qui l'ont toujours aimé. Aux lettres succèdent les visites. L'asile de Rodez devient rapidement un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui vous reconnaissent dans les journaux. Des dizaines de visites en 1922, 150 en 1923, plusieurs centaines les années suivantes. Chaque famille apporte au docteur Fenérou une preuve soi-disant de votre ressemblance avec leur cher disparu. Une photo bien sûr, mais surtout un dossier médical. Le deuil de la guerre de 14 est une souffrance insupportable à affronter. Et douloureusement, vous la ravivez. Immédiatement, plusieurs familles certifient que vous êtes leurs proches disparus. Parce que vous n'avez pas de passé, elles vont chacune tenter de vous en donner un. Victor Brille, 28 ans, apprenti ferronnier. Pierre Rivière, 27 ans, séminariste. Albert Mazinck, 46 ans, charron, veuf, 2 enfants. Joseph Botton, 31 ans, boulanger à Paris. Henri Mazat, 39 ans, instituteur, 3 enfants. Vous ne leur ressemblez pas beaucoup. Mais il y aura bientôt 10 ans que vous avez été appelé à la guerre. Comment vous identifiez aujourd'hui? Vous redonnez votre nom,
et faire le bonheur d'une famille. Longueur de l'orteil gauche, 7 cm et 2 dixièmes. Largeur de l'ouverture oculaire de la boîte crânienne, 15 cm et 0 dixième. Longueur de l'oreille gauche, 9 cm et 9 dixièmes. Numéro de couleur des yeux, 4, 3, 6, 3. Votre corps ramené à une somme de chiffres, de plaies, de bosses, pour le différencier de celui des autres, pour tenter de mettre un nom dessus. Qu'est-ce qu'un homme sans passé, qui ne dit rien, que personne ne connaît, mais que tout le monde croit reconnaître? Un corps, comme celui d'un animal. Comparé aux mensurations qui figurent dans les dossiers militaires des disparus, les relevés anthropométriques établissent que vous n'êtes aucun de ceux qu'on s'acharne à reconnaître en vous. Vous seriez vraiment mort. Vous auriez pu être le soldat inconnu. Mais votre corps résiste et interdit de l'oublier, de vous oublier, et d'oublier le drame des 300 000 familles des disparus. Sous la pression de l'opinion, le ministère de la Guerre augmente alors les crédits affectés à l'identification des cadavres retrouvés sur le champ de bataille. Depuis 1919, des militaires fouillent les zones de combat et tentent de mettre des noms sur des ossements. Colline après colline, tranchée après tranchée, mètre après mètre. Un rien suffit parfois. Un nom sur une gourmette militaire, le numéro d'une section de bataillon sur une plaque de cuivre, ou des restes des faits personnels. Les agriculteurs du nord de la France touchent 10 francs à chaque déclaration de cadavres exhumés pendant les labours. 70 000 disparus seront ainsi identifiés jusqu'en 1939, et 70 000 familles pourront enfin faire leur deuil. Aux ossements anonymes, la République rend un hommage bien plus imposant que celui symbolique de la tombe du soldat inconnu. C'est le maréchal Pétain qui inaugure l'ossuaire de Douaumont. Les restes de 130 000 combattants français et allemands y reposent. L'ossuaire de Douaumont ne sera pas seulement le tombeau des morts, mais un sanctuaire de la conscience nationale. Peut-on penser que le soldat se serait élevé si haut dans l'héroïsme s'il n'avait pas senti derrière lui l'élan de la nation? Les milliers de morts ont légué à notre peuple un sens des actes généreux que réveillera toujours le souffle patriotique au moment du danger. Mais seule la France de 14 entretient le souvenir. Car le pays dans son ensemble paraît cultiver l'amnésie de la Grande Guerre. La der des der, comme on dit alors. Les années folles battent leur plein. On s'enthousiasme pour la victoire de Suzanne Lenglen en Coupe du Monde de tennis. Et on s'essaie au foxtrot, la nouvelle danse à la mode. Au milieu de cette insouciance, la cinquantaine de familles qui vous a reconnu s'acharne désespérément sur vous, au mépris des évidences. Louise Vessette, bien sûr. Elle continue à vous visiter plusieurs fois par semaine. Elle s'entête à vous parler un patois que vous ne comprenez pas. Les Mazas, par exemple.
Ils s'installent à Rodez pour se rapprocher de celui qu'ils continuent de croire leur fils, même si vous ne lui ressemblez pas. Madame Mangin, de Nantes, qui porte le même nom que vous, à ses yeux, vous êtes Roger, son fils. Même si Roger Mangin a disparu de son régiment le 27 mai 1918, alors que vous étiez déjà depuis des semaines à l'hospice de Clermont-Ferrand. Chaque famille se sent maintenant en rivalité avec toutes les autres pour vous récupérer. Leurs lettres deviennent combinatoires, agressives ou procédurières. Monsieur le préfet de l'Aveyron, il ne m'est pas possible de partager vos sentiments à l'égard de monsieur le médecin directeur de l'asile qui sait parfaitement que ce pensionnaire est mon fils. Je crois qu'il y a des châtiments pour celui qui refuse un fils à sa mère. Signé, Veuve Mangin. Monsieur le préfet, vous estimez qu'il n'y a pas lieu de soumettre le malade Mangin, que je persiste à reconnaître pour mon fils, à un nouvel examen médico-légal. Je vous confirme que je maintiens formellement ma demande d'expertise contradictoire. Signé, Madame Maza. Monsieur le directeur, je vous envoie quelques lettres de mon fils pour que vous compariez son écriture avec celle du dit Mangin. Vous serez bien aimable de vouloir me mettre au courant de tout ce que vous aurez pu remarquer de particulier qui puisse me rassurer sur son identité. Signé Morissette Secaldi. Vous restez étranger à l'agitation que vous suscitez. Fenéroux essaie de retrouver votre ancien métier. Et vous ne réagissez pas. Vous n'étiez donc ni réparateur de cycle, ni pêcheur, ni photographe, ni employé de bureau, ni tailleur, ni coiffeur, ni couturier, ni forgeron, ni agriculteur. Rien. C'est incompréhensible. Pendant des semaines entières, vous allez passer de nombreux tests. Monter sur un vélo, atteler un cheval, danser une valse, et maintenant faire des dictées. Pour estimer votre niveau scolaire, pour deviner quel patois vous parliez et en déduire la région de France où vous êtes né. Mais vous ne parlez pas breton, pas basque, pas corse, pas occitan. Seul enseignement tangible de ces séances, manifestement, vous êtes allé à l'école et, étrangement, vous avez quelques notions d'anglais. Le docteur Fenéroux n'avance guère. En désespoir de cause,
Les familles font maintenant appel à la presse pour faire reconnaître ce qu'elles estiment leurs droits sur votre personne. Votre mystère intrigue, dérange et fascine l'opinion. Rapidement, il inspire romanciers et dramaturges. Le 3 mai 1928, le tout Paris se presse à la première de Siegfried et le Limousin, une pièce de Jean Giraudoux. L'histoire d'un soldat français amnésique auquel son infirmière Eva a fait croire pendant des années qu'il est allemand. Eva vient de me l'avouer. Je ne suis pas allemand. À ceux qui ont une famille, une mémoire, une maison, peut-être est-il possible de retirer sans trop de peine leur pays. C'est un genre de mort qui ne va pas sans souffrance. J'ai peur de cet être obscur qui monte en moi, qui prend ma forme. Je n'ose pas penser. L'occasion de s'interroger, chez Giraudoux comme chez Feneyroux, sur ce qui fonde une personnalité, une nation, une langue maternelle, un métier. Comment savoir? L'amnésique devient un fantasme dans l'imaginaire collectif. Symbole du héros anonyme de la guerre de 14, certains lui prêtent des vertus de pureté ou d'innocence. Pour d'autres, il ne peut être qu'un usurpateur ou un mystificateur. Cet homme, Joseph Montjoint, a fait le déplacement depuis Châteauroux. Il y a un an, sans y croire, il avait écrit au ministère des Pensions. J'ai l'honneur de vous adresser la présente demande en vue de faire régulariser la situation de mon frère, fait prisonnier au début de la guerre 14-18 et qui n'a plus donné de nouvelles depuis 1916. Montjoint, Octave, Félicien. Né le 19 mars 1891, disparu le 15 août 1914 à Blamont. Prisonnier en Allemagne au camp de Karlsruhe, dernière lettre écrite le 6 février 1916, vu ma situation actuelle, veuf avec enfant, et vu l'âge de mon père, 74 ans, je tiendrai à ce que la situation légale de mon frère soit régularisée. Comme avec toutes les familles qu'on vous oblige à rencontrer depuis 13 ans, vous ne montrez aucun signe particulier d'émotion ou d'agitation. Joseph Montjoint ne reconnaît pas en vous l'être cher qu'il est venu chercher, contrairement à tous les autres. Il le confiera quelques semaines plus tard. Dans l'homme sans réaction, immobile, le regard perdu qui se trouvait devant moi, je ne reconnaissais guère mon frère. J'étais très ému, j'ai essayé de l'interroger, je n'ai rien pu obtenir. Mais en 15 ans, un homme change. Pourtant, aux yeux de l'administration et du docteur Feneyroux, aucun doute ne subsiste quant à votre identité. Le dossier médical d'Octave Montjoint est en tout point comparable au vôtre. Et le ministère des Pensions a découvert que cet Octave Montjoint avait été rapatrié à Lyon le 1er février 1918, le jour où vous y aviez été découvert. Votre photographie est envoyée à la famille Montjoint, mais personne ne vous reconnaît. 20 familles en France persistent encore à vous réclamer, mais pas la vôtre. Votre destin s'obscurcit, au-delà de l'imaginable.
Ce 2 juin 1933, Fenerou va vous quitter plus tôt que d'habitude. Le président de la République, Albert Lebrun, est à Rodez pour la journée. Et le brave docteur espère qu'il va vous rendre hommage. Il y a Maldonne électorale, il ne faudra pas moins de 3 monuments. À Turin, à Millau et à Rodez, pour rendre à François Fabier, chantre du Rouergue, cette unanimité des suffrages rouergats à laquelle lui donne droit la reconnaissance unanime des âmes paysannes dont il a reçu et publié la silencieuse confidence. Albert Lebrun ne fait pas un détour par l'asile d'aliénés, car aujourd'hui, vous n'intéressez plus l'opinion. La guerre de 14 s'est bel et bien éloignée, et avec elle le souvenir. Fenerou, lui, ne renoncera pas. Lettre du préfet de l'Aveyron. J'autorise le transfert de l'anonyme dit Anthelme Mangin à Saint-Maur-sur-Indre, dans les environs de Châteauroux, en vue de procéder aux expertises permettant d'établir ou non ses liens éventuels avec la famille Montjoint. C'est la dernière tentative du docteur Fenerou, convaincu que vous êtes Octave Montjoint. Il vous fait donc conduire dans ce qu'il croit être votre village, car il espère, comme l'indiquent les théories médicales de l'époque, que le choc affectif ainsi produit vous redonnera la mémoire. Interdiction a été faite à la population de vous guider ou d'influencer vos déplacements. Vos moindres réactions vont être épiées. La journée est décisive. Au pied de l'église, étonné, vous direz que le clocher a changé. Et vous avez raison. Ce sera votre seule parole de la journée. Vous vous dirigerez ensuite vers l'école et vous vous asserrez sur le banc où Octave Montjoint, enfant, avait l'habitude de se reposer. Pour tous les témoins de cette journée, mais pas pour les avocats des familles qui vous réclament, la preuve est faite. Anthelme Mangin n'est plus, désormais vous êtes Octave Montjoint et vous avez un frère et un père qui vous attendent. On vous renvoie à Rodez, car c'est là qu'on doit officiellement vous rendre votre nom. Même si, désormais, vous avez un passé. Vous êtes né le 19 mars 1891, à Saint-Maur-sur-Indre, fils de Joséphine et Pierre, journaliers.
Serveur dans un restaurant à Châteauroux, Tours, Monte-Carlo et Paris, vous partez ensuite travailler à Londres, ce qui explique que vous ayez des notions d'anglais. On ne vous connaît pas de fiancé. Mobilisé le 3 août 1914, vous êtes blessé 12 jours plus tard à Blamont et fait prisonnier. Interné à Karlsruhe, Rastatt, Merseburg et Darmstadt, vous succombez ensuite à cet incompréhensible syndrome des barbelés qui vous rend amnésique et que personne ne parviendra à expliquer. De ce trop-plein de souvenirs qui vous habitent, de cette absence, comment savoir, vous ne parlerez jamais. Pas plus que vous ne réagissez aux événements politiques récents qui touchent à la mémoire des morts de 14, dont vous êtes devenu, bien malgré vous, un symbole. Le 8 juillet 1934 au matin, les anciens poilus pacifistes déposent une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Tu n'es pas mort pour que triomphe le fascisme. L'après-midi, les plus virulents partisans de l'extrême droite, les Croix de Feu, déposent à leur tour une gerbe à l'Arc de Triomphe. Chacun veut maintenant s'accaparer la mémoire de la Grande Guerre. Jusque-là symbole de paix et d'unité, elle devient un prétexte pour se déchirer. Et bientôt pour se battre. Car le spectre d'une nouvelle guerre hante de nouveau les esprits dans toute l'Europe. Hitler est depuis janvier 1933 chancelier d'Allemagne. Immédiatement après avoir fait arrêter les communistes et marquer les magasins appartenant à des juifs des premières étoiles jaunes, il met en place son idéologie eugéniste. Il ordonne de rendre stériles les internés des hôpitaux psychiatriques. Face à l'histoire, la grande histoire, votre vie importe désormais bien peu. Pourtant, les familles qui vous réclament refusent d'admettre que vous êtes Octave Montjoint, et elles vont maintenant engager entre elles leur dernier combat pour que vous ne retourniez pas vivre à Saint-Maur-sur-Indre. Tragiquement, vous en serez la victime. C'est le docteur Deschamps, remplaçante du docteur Fenéroux, qui va procéder aux ultimes expertises réclamées par les familles. Place à la médecine de pointe, aux nouvelles méthodes, en l'occurrence la pyrétothérapie. Premièrement, commencez par injecter 2 à 3 cm3 d'essence de térébenthine dans la cuisse du malade. Deuxièmement, attendre quelques heures que la fièvre ainsi provoquée excède les 40 degrés. Troisièmement, l'état fébrile étant supposé affaiblir les défenses psychologiques ou physiques du patient, l'interroger longuement sur ce qu'il refuse de dire en temps normal. Les résultats sont probants, selon le docteur Deschamps. Sous l'emprise de la fièvre, vous déclarez vous appeler Octave Montjoint et être fils de Pierre et Joséphine. À 2 semaines d'un procès qui doit statuer sur votre identité, les avocats des Montjoints se réjouissent. Les autres dénoncent une méthode d'investigation barbare et soulignent qu'aucun témoin n'était présent lors de ces tests. Le tribunal de Rodez, impressionné par les arguments des différents avocats,
envisage de vous placer tour à tour auprès des 13 dernières familles qui s'acharnent sur vous. Finalement, aucun jugement n'est rendu. Seuls de nouveaux experts, parisiens cette fois, sont nommés. Les péripéties du procès passionnent la presse à scandale. Et de nouveau, votre histoire fait vendre du papier. Quant à vous, votre calvaire en asile d'aliénés qui a commencé il y a 17 ans déjà se poursuit. Mais à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris désormais. Fin 1937, le tribunal rend enfin son verdict. L'inconnu Anthelme Mangin, interné à Rodez, est Octave Félicien Montjoint, né à Saint-Maur-sur-Indre, rapatrié d'Allemagne pour démence précoce, le 1er février 1918. Les veuves Lemay, Mazat et Mangin font appel. Après 15 mois d'instruction, la Cour d'appel de Montpellier confirme le jugement de Rodez. 21 ans après la fin de la guerre, on vous rend enfin officiellement votre nom et bientôt votre famille. 3 semaines plus tard, vos seuls parents, votre père et votre frère, décèdent. Désormais, vous êtes seul. La veuve Lemay se pourvoit en cassation. Mais dès septembre 1939, la guerre avec l'Allemagne interrompt toutes les procédures judiciaires civiles. Cette nouvelle guerre, c'est elle qui va salir la mémoire du soldat inconnu et vous faire tomber dans l'oubli, vous et tous les poilus de 14. Le 14 juin 1940, les armées allemandes triomphent autour de la tombe du soldat inconnu. Trois jours plus tard, c'est le vainqueur de Verdun, Pétain, qui capitule face à l'ennemi. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'honneur, pour Hitler, c'est avant tout la revanche. Lui qui, toute sa vie, rappellera qu'il était caporal pendant la Première Guerre mondiale. Il exige que l'armistice soit signé dans le wagon où l'Allemagne, en 1918, avait dû capituler. La guerre, dans les hôpitaux psychiatriques, comme à Sainte-Anne, c'est avant tout la famine. Car contrairement aux hôpitaux civils, on n'y donne pas de ration alimentaire supplémentaire. Comme si ces malades-là étaient des malades de deuxième catégorie. Aucune loi ne pousse à l'extermination des malades mentaux. Et pourtant, plus de 40 000 malades meurent de faim dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre. Plus d'un malade sur 2. Alors le matin du 10 septembre 1942, à 7h30, vous aussi, Montjoint, vous mourrez d'inanition.
comme on dit joliment dans l'administration française pour dire que vous mourrez de faim. Votre corps, comme tous ceux des inconnus, des sans-grade, des sans-famille, est déposé à la fosse commune de Bagneux. En mars 1944, à l'occasion de la sortie du film de Jean Anouilh, Le voyageur sans bagages, un homme, Marcel Bouqueton, découvre votre existence. Gaston, vous n'êtes pas ému de penser que derrière cette porte, il y a peut-être un cœur de mère qui bat, un vieux père qui s'apprête à vous tendre les bras. Vous savez, j'en ai tellement vu de vieilles bonnes femmes qui se trompaient, de vieillards en erreur qui me frottaient à leur barbe. Pourquoi? Parce qu'on m'a découvert un soir de printemps 1918 dans une gare de triage, sans sac, sans musette, sans écusson. Exactement, hélas. Ça a fait peur aux gens, sans doute, cet homme sans rien sur lui. Ce voyageur sans nom et sans bagage. Il est là. Si Anouilh se moque pas mal de votre drame, s'il suggère même qu'il est plus facile de vivre sans son propre passé et que l'amnésie a été pour vous une chance, Marcel Bouqueton, lui, est scandalisé par votre abandon. Il décide de prendre à ses frais le transfert de votre dépouille dans votre village d'origine et de vous rendre un hommage solennel. Votre vie, Montjoint, aura été occultée par celle de Mangin, votre double, votre ange gardien maléfique. C'est lui, l'amnésique, le mort-vivant, qui aura rappelé à tous, par son silence minéral, que si les peuples, pour bâtir l'avenir, se doivent probablement d'oublier, les femmes et les hommes, eux, n'ont d'autre choix que de se souvenir. Aujourd'hui, 90 ans après votre départ au front, votre tombe, banale, ne porte aucune trace de votre passé d'ancien combattant. Pas plus qu'elle n'indique votre date de naissance. Comme si vous étiez mort sans avoir vécu. Comme si votre drame n'était pas encore reconnu pour ce qu'il fut. Celui d'un jeune homme, envoyé en 1914 à la guerre pour défendre le pays.